Bonjour à tous, c'est Overlord et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo test sur une carte graphique nommée la ATI Radeon HD 2400 Pro, qui est en fait ce qu'on pourrait appeler un display adapteur qui est purement une carte vidéo destinée à la bureautique. Comme vous pouvez le voir, elle est sortie le 28 juin 2007, embarque 256 Go de VRAM en DDR2, une puce graphique RV610 avec 40 unités de calcul gravées en 65 nanomètres, le support de DirectX 10, une interface en PCI Express 1.0 en 16X, un bus mémoire de 64 bits et un TDP de 20 watts. Comme je vous ai dit précédemment, c'est une carte qui est purement destinée à la bureautique, on peut le voir à ses specs, à sa faible consommation et à son refroidissement passif. Cependant dans cette vidéo j'ai décidé pour le fun de la tester sur des jeux vidéo et on va voir ensemble si les performances sont aussi médiocres que l'on peut le penser. Cependant dû au manque de support du DirectX 10.1, 11 et 12, nous serons contraints de tester des jeux assez anciens même s'il est vrai on n'aurait pas trop voulu voir ce que ça donnait sur des jeux récents. Et pour tester cette carte nous avons un AMD FX 8350 avec 2x4 Go de RAM en dual channel cadencé à 1600 MHz ainsi qu'un SSD de 256 Go. Et pour alimenter tout ça nous avons une magnifique alimentation no-name de 500 watts. Ce n'est clairement pas la configuration la plus puissante et la plus récente du marché, mais ça sera largement suffisant pour éviter tout bottleneck de la carte. Et c'est donc parti pour lancer les tests en jeu. Mais en préambule, nous allons tout de même essayer d'overclocker la carte. Après quelques tests, j'ai pu pousser la core clock de 525 MHz à 680 et celle de la mémoire de 400 à 650. Je l'ai testé pendant une dizaine de minutes sur Formark et rien à signaler. Cependant, les températures montent jusqu'à 93 degrés. Ça devrait pas poser de problème, mais le petit radiateur passif commence à vraiment souffrir. Pour ce premier test, nous nous retrouvons sur Age of Empires Online, qui est un jeu qui est sorti en 2011 et qui a connu un revival grâce à des modeurs, qui permet aujourd'hui d'être joué entièrement gratuit. Donc le jeu tourne en 1280 par 1024 tout au minimum, et comme on peut voir, c'est assez jouable. On n'a pas 60 images par seconde constamment, mais sur un jeu stratégie comme ça, à part si vous faites des quêtes légendaires où il faudrait peut-être un peu plus de réflexe, c'est pas non plus très gênant. Cependant, lors de certaines quêtes et quand il y a beaucoup d'unités affichées à l'écran, on peut commencer à sentir certains stutters qui peuvent devenir assez gênants, comme vous pouvez le voir sur le graphique lors de mon gameplay. Je pense que cela peut être résolu en baissant la résolution en 1024 par 768. Je trouve que le jeu a un certain cachet graphique qui fait que même au minimum, le jeu reste plutôt joli. Désormais, on se retrouve sur Half-Life 2 en 1280 par 1024 en paramètres faible moyen. Le jeu s'avère relativement jouable, notamment lors des phases d'exploration, des phases un petit peu plus calmes, où là on tourne autour des 50 voire presque 60 images par seconde. On peut voir notamment lors de certains effets volumétriques, notamment avec du feu ou de la fumée, que les FPS commencent à chuter autour des 40 images par seconde, voire même en dessous, notamment lorsqu'on utilise les jumelles que la chute de FPS se ressent le plus, puisqu'on passe sous la barre des 30 images par seconde. Évidemment, il est encore possible de passer le jeu en faible ou en 1024 par 768 pour permettre une meilleure expérience de jeu. Bon Dota 2 ne veut tout simplement pas se lancer, on a les cinématiques qui s'affichent, mais après c'est écran noir et le jeu plante. On se retrouve maintenant sur Neverwinter Nights 2, donc en 1024 par 768, preset low avec texture en moyen. Le jeu frôle les 30 images par seconde en ville, là où c'est le plus intense pour le GPU. Je dirais que de manière générale, le jeu reste assez jouable, puisqu'on oscille entre 30 et 45 images par seconde, dans les zones les plus gourmandes en termes graphiques, et lorsqu'il s'agit d'exploration dans des zones plus ouvertes et moins chargées, le jeu peut aisément dépasser les 45-50 images par seconde. Personnellement, j'établirais un FPS cap à 40 images par seconde afin d'éviter trop d'inconsistance entre les zones. On se retrouve maintenant sur Left 4 Dead 2 en 1024 par 768 en preset faible. De prime abord, le jeu se présente comme parfaitement jouable, on est juste un petit peu en dessous des 60 images par seconde en moyenne, et je pense que cela ne pose pas trop de problèmes tant qu'on n'a pas des stutters qui viennent un petit peu entacher le gameplay, et c'est malheureusement là que lorsque l'action devient un petit peu plus frénétique avec plus d'ennemis affichés à l'écran, et c'est là que les stutters font leur entrée et que le jeu freeze parfois carrément, et si c'est désagréable sans être extrêmement problématique en solo puisque toute la partie se freeze, je pense qu'en multijoueur ça peut être un réel problème pour les coéquipiers. On se retrouve maintenant sur Fallout New Vegas en 800 par 600 en preset moyen. C'est le preset que le jeu m'a sélectionné lors du premier lancement. Donc comme vous pouvez le constater, on est très proche de la limite des 30 images par seconde. Et je ne pense pas que cela soit réellement problématique car c'est un jeu qui prend son temps avec beaucoup de dialogue et qui ne nécessite pas forcément de gros réflexes. Il faut tout de même noter que lors de l'utilisation du VATS, les FPS chutent sous la barre des 30 images par seconde, mais ce n'est pas non plus réellement problématique puisque le jeu est à l'arrêt. Après, si même le jeu reste techniquement jouable, c'est vrai que les graphismes en prennent un sacré coup. Bien que le jeu soit tout simplement excellent, il n'était pas une foudre de guerre au niveau graphique à sa sortie. Et donc pour le dernier jeu, on se retrouve sur BioShock Infinite en 640 par 480 en preset very low. Et là, on peut constater que c'est beaucoup plus compliqué. En pleine action, le jeu ne dépasse jamais les 30 images par seconde, et on a même des chutes en dessous des 15 images par seconde, et en occultant les graphismes très approximatifs, il est extrêmement compliqué de jouer un FPS qui requiert de l'attention, des réflexes ainsi qu'une gestion des armes dans de telles conditions. Mais encore une fois, je trouve assez impressionnant que le jeu ait quand même pu se lancer sur cette carte graphique. En conclusion, je suis tout de même assez surpris des performances de cette
carte. J'ai pu vraiment la pousser dans ses derniers retranchements grâce à un overclocking assez poussif. Et on peut constater que sur certains jeux, bien qu'avec des sacrifices graphiques assez évidents, il est possible de jouer dans des conditions plutôt correctes en faible voire moyen, tant que l'on modère correctement ses attentes. Cependant, il est évident que c'est une carte graphique qui est totalement inintéressante de nos jours, car si vous cherchez une carte graphique à très bas budget, il est possible de trouver des GTX 560 ou 660 pour 15-20 euros, qui auront des performances drastiquement meilleures que cette carte. D'autant plus que la très faible quantité de VRAM est un facteur réellement limitant pour cette carte, et qu'il m'a fallu tout de même pas mal bidouiller pour trouver un overclocking stable. Cependant, si vous arrivez à en récupérer une au détour d'un vieil ordinateur hors service, vous pouvez toujours l'utiliser pour une petite station Linux, car celle-ci remplira parfaitement son office de display adapter. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette courte vidéo en espérant que celle-ci vous a plu, et je pense prochainement faire une vidéo comparative entre cette carte graphique et les chipsets intégrés Intel HD Graphics 2000 par exemple. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui, et je vous dis à la prochaine. Salut!